Merci d'être ici si nombreux. Je ne vais pas faire très long. Une demi-heure, dire 2 ou 3 éléments, pistes de réflexion. Et ensuite, ouvrir l'échange, parce que c'est toujours intéressant d'avoir avec soi des gens qui viennent, parce qu'ils ont entendu parler des arbres. On va parler des arbres, j'y vais. Mais pourquoi est-ce qu'on va écouter quelque chose au sujet des arbres? Ça m'intéresse. Donc, on va échanger là-dessus. Et puis, ça nous mènera tous un petit peu plus loin. Alors, on est là entre nous, mais pas tout à fait. Il y a plus que nous. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui est vivant ici? Qu'est-ce qui est vivant? C'est donc tout ce cadre naturel d'arbres de différents âges. Et de plus en plus, on peut imaginer que cette forêt est en train de percevoir que quelque chose se passe en son sein. Il y a quelque chose ici de tout à fait spécial. Il n'y a encore jamais eu ceci à cet endroit-là. Et les arbres n'ont, de tous leurs souvenirs, jamais, si je mets la poésie là-dedans, jamais vécu un attroupement comme ça à cet endroit-là pour qu'on parle d'eux. Donc vous imaginez ce que ça doit faire pour eux si on leur prête des pensées. Voilà. Alors, naturellement, on est dans une phase tout à fait particulière. On vient de sortir de 2 années tout à fait encore plus particulières qui nous ont fait oublier en fait l'essentiel de ce moment de l'histoire. C'est qu'on est en train de devoir réfléchir et d'agir rapidement. Comment continuer, comment corriger ce qu'on est en train de faire. On appelle ça la transition écologique. On ne peut pas continuer de fonctionner comme jusqu'à maintenant. On voit le résultat, on voit les messages alarmants des commissions de scientifiques comme le GIEC et beaucoup d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et beaucoup sont inquiets, sont devant une impression que tout est déjà joué. Et grâce aux arbres, qui est un peu le fil conducteur de mon livre, j'aimerais essayer de vous montrer que c'est loin d'être joué si on sait faire appel aux arbres. Et là, on va voir de quelle manière ça peut être compris. Alors les arbres, c'est quoi par rapport à l'ensemble des plantes dans le monde végétal? C'est la forme primaire. Il y a tout d'abord eu des arbres et ensuite il y a eu des plantes herbacées, les lys ou bien les violettes, toutes ces plantes herbacées qui poussent pendant une année seulement avant de refaire des graines, sont venues plus tard. Tout d'abord, dès la colonisation des terres émergées, grâce aux champignons avec les mycorhizes dans les racines, on peut en parler, ça a tout de suite permis une explosion de croissance végétale sous forme arborescente. Les premières fougères étaient toutes des fougères arborescentes. Et aujourd'hui, on en a encore quelques-unes. Et la plupart des autres, c'est des fougères parfois très petites. Et les arbres aussi, il y a des arbres de toutes les familles botaniques connues. Et de certaines familles, il y a aussi des formes arborées et des formes qui sont sous forme de plantes annuelles. Mais les arbres font quelque chose de différent, de plus intense, de plus puissant du point de vue de la je ne vais pas dire le mot, comment est-ce qu'on appelle la réaction chimique la plus importante sur Terre, grâce à laquelle on est là à réfléchir? C'est la photosynthèse, exactement. La photosynthèse, ça en dit beaucoup ce mot, c'est la synthèse grâce à la lumière. Photon, la lumière, synthesis, mettre ensemble. C'est la lumière solaire qui est mise sous forme matérielle, sous forme chimique. C'est de l'énergie solaire transformée en énergie chimique grâce à du dioxyde de carbone de l'atmosphère et grâce à de l'eau qui vient d'en bas, qui vient alimenter ce processus en même temps que ça va évaporer une certaine quantité d'eau. Donc la photosynthèse est un phénomène absolument incroyable qu'on est aussi en train de comprendre complètement. J'ai mis un chapitre entier de mon livre sur la photosynthèse intégrale, parce que jusqu'à présent, on a toujours mis une partie seulement, et ce qui a été resté caché jusqu'à présent est absolument fabuleux lorsqu'on comprend vraiment ce que la photosynthèse est totalement.
Ça, vous pourrez le voir si ça vous intéresse. Et maintenant, pour la photosynthèse, de quoi s'agit-il? C'est vraiment beaucoup plus concret que ce qu'on peut imaginer. Donc, je fais une petite démonstration. Qu'est-ce que c'est? Du bouleau, de l'écorce de bouleau. Donc j'aurais pu amener une petite bûchette. J'ai amené des brindilles ici, mais on va tout d'abord commencer avec le bouleau. Le reste, vous savez que ça marche. Écorce de bouleau exposée aux intempéries. Je viens de la prendre. Elle a subi toutes les pluies de ce matin, d'hier et d'avant-hier. La neige et tout ça. Sur un arbre déjà mort. Et là, il y a quand même quelque chose d'étonnant avec cette écorce de bouleau. L'emploi de cette écorce de bouleau est vieux comme l'humanité de l'hémisphère nord. Pour une raison très simple, je vais vous le montrer. Le bouleau brûle d'une manière incroyable. C'est tout humide, mais ça brûle et ça fait des flocons de suie très noirs. C'est plein de térébenthine. Si vous avez déjà brûlé de la térébenthine ou de la résine. Et ça, c'était l'élément essentiel pour mettre le feu en route en zone froide où pousse le bouleau, en altitude comme ici, ou alors en région nordique, autour des marécages aussi. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit là? Employons les mots comme on les connaît. On voit la combustion, mais on voit la flamme. On voit une flamme. Et si j'approche les mains, qu'est-ce que je sens? La chaleur. Et si je mets le nez, mais je ne préfère pas, il se passe encore autre chose. Voilà. Alors on a parlé du soleil qui va se transformer en énergie disponible. Et là, c'est incroyable lorsque vous prenez, pas seulement l'écorce du bouleau, mais l'intérieur du bouleau, c'est le bois idéal pour faire du feu de cheminée. Ça brûle très lentement, sans trop craquer, sans faire des éclats, avec une jolie flamme jaune-bleue. C'est le bois le plus apprécié pour le feu de cheminée, mais après, vous pouvez prendre du hêtre et tout ce que vous voulez. Et là, si on réfléchit vraiment à ce que c'est qu'un feu, ça sera vraiment étonnant. Le feu met à disposition de l'homme la chaleur, naturellement. C'est pour la chaleur qu'on fait du feu. Pour cuire les aliments, pour se chauffer, naturellement, pour habiter dans des régions difficiles. Et cette chaleur du feu, comparativement à la chaleur du soleil, elle est très différente. Le soleil, c'est des millions de degrés sur sa surface. À l'intérieur, c'est encore différent. C'est une boule d'énergie, de chaleur absolument incroyable, absolument peu propice à la vie. Il n'y a pas de vie dans cette chaleur solaire, alors que la chaleur du feu nous permet de nous approcher, de nous réchauffer. C'est une chaleur juste suffisante pour faire fondre du plomb ou de l'étain, mais pas pour faire fondre du fer. Il faut faire du charbon de bois qui dégage une chaleur plus forte. C'est donc une chaleur non plus destructrice ou carrément hostile à la vie. C'est une chaleur qui invite le vivant à s'approcher. Et parmi le vivant, qui est celui qui s'approche du feu? C'est l'homme. L'homme est le seul à maîtriser le feu. Aucun animal. On réfléchit toujours plus à la part d'animal en l'homme, et puis on découvre que les animaux ont des comportements et des facultés absolument incroyables. Les dauphins, les chimpanzés, tous les animaux ont une intelligence absolument fabuleuse. On se rend compte qu'ils sont beaucoup plus proches de nous que ce qu'on imagine. Mais il y a une chose qui fait une différence, c'est la gestion du feu, c'est la domestication du feu. Alors l'homme est capable, à ce feu offert par l'arbre, à disposition pour s'asseoir devant, pour se chauffer les mains. Et cette chaleur du feu, c'est une chaleur qui n'est pas continue comme un radiateur qu'on aurait dans les appartements. C'est une chaleur pulsée. C'est une chaleur, la flamme, c'est une flamme pulsée. Cette chaleur, elle n'arrive pas continuellement. Elle entre comme un massage calorifique qui vous pénètre profondément. C'est les infrarouges. Et ce qui est intéressant, il y a une deuxième chose que le soleil restitue sous forme de feu, la lumière. C'est tellement évident qu'on n'y réfléchit jamais. Et ce qui est intéressant, c'est une lumière particulière aussi.
On ne peut pas regarder le soleil en plein dans les yeux. Il n'y a pas d'expression pour ça. On ne peut pas regarder le soleil en plein dedans. C'est beaucoup trop violent comme lumière. On risque de s'éblouir. Et en plus, c'est de la lumière de toute la gamme du spectre lumineux, y compris les ultraviolets, qui sont dans cette dose-là hostiles à la vie. Mais il y a des ultraviolets à très très basse dose qui sont importants. Donc cette lumière solaire, elle nous est restituée par le feu de bois d'une manière absolument compatible aussi. Et c'est même recommandé de regarder le feu directement lorsque vous êtes peut-être en début de grippe, vous avez des problèmes de sinusite. Vous asseyez devant un feu de cheminée et vous laissez pénétrer non seulement par la chaleur, mais par la lumière du feu. Et là, ce n'est pas une lumière nocive, c'est une lumière qui est vraiment aussi pulsée naturellement et qui vous traverse. Et on sait maintenant que la lumière est très importante pour le bien-être. On sait que pour la vitamine D, la lumière solaire, mais on ne sait pas encore quelles vitamines sont alimentées par, ou bien animées, ou bien favorisées par la lumière du feu. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'encore une fois, on a une lumière qui est maintenant biocompatible. Elle est homme-compatible, puisque les animaux n'en font rien. Humaine compatible, cette lumière. Et il y a même une grande guérisseuse, Hildegard de Bingen, qui a recommandé de se mettre devant le feu d'une certaine sorte de bois. Le feu d'orme a certaines vertus thérapeutiques que le feu de bouleau n'a pas, mais le feu de bouleau a peut-être d'autres vertus thérapeutiques. Elle n'a pas donné toute la liste, mais en tout cas, avec un exemple, on sait déjà que certains bois ont certains effets thérapeutiques au travers de leur feu. Donc là, ça ouvre des champs de recherche pour la médecine tout à fait intéressants. Et ça invite aussi à retrouver ce rapport au feu qu'on a eu pendant des centaines de milliers d'années. On est des humains, on a tout ça en mémoire. Si on pense à la notion d'inconscient collectif que Carl Gustav Jung, on est dans Swiss Made ici aussi, un grand philosophe et psychiatre, psychanalyste suisse qui s'est distancié de Freud. Il a découvert la notion, ou bien le principe de la mémoire collective, c'est-à-dire que chacun de nous a en mémoire, mais ce n'est pas conscient, mais ça peut ressurgir, toutes les générations humaines dès le début. Donc on a en mémoire des quantités de générations où on était encore chasseurs, cueilleurs, et ensuite sont venus quelques millénaires de sédentarisme. Et aujourd'hui, l'ère industrielle, c'est un petit feu de paille qui est en train de finir, et on va retrouver des choses intéressantes après. Mais ceci pour dire que lorsque vous avez affaire avec du feu, vous travaillez aussi avec votre subconscient, vous vous reconnectez avec un geste très ancien, surtout si ce feu est au centre de votre maison, votre foyer, comme il s'appelle, ça vient de là. Voilà deux choses qui sont restituées du soleil. Et la troisième, elle est inattendue. Elle est aussi donnée d'une manière tout à fait favorable à la santé, au bien-être. Quelle est la troisième chose? Quelle est la chose qu'on perçoit lorsqu'on est devant un feu? Je l'ai déjà un peu mentionné. La chaleur, la lumière. Quelle est l'autre perception? Donc, la lumière, les yeux. L'odeur, ça change d'un feu à l'autre. Ça aussi, c'est certainement très intéressant. L'odeur du feu. Mais avant d'être aussi prêt pour pouvoir sentir les odeurs, on a encore une autre perception. C'est le nez un peu en dessous, les oreilles, c'est égal. C'est le bruit du feu. Et là, c'est étonnant. Il ne faut pas croire que le soleil soit silencieux. C'est parce qu'il y a le vide, etc. On n'a pas, voilà. On n'a pas la capacité de percevoir le bruit du soleil, mais les poètes le faisaient. Goethe parlait du tonnerre du soleil qui traversait le ciel dans son char. Et en fait, les scientifiques disent que ces poètes-là ont tout à fait raison. Chaque seconde, le soleil dégage l'énergie d'1 milliard de bombes hydrogène. Alors vous imaginez le bruit d'une seule bombe, comme on a déjà trop eu sur Terre. Une seule bombe, le bruit qu'elle fait, 1 milliard de bombes par seconde, le bruit que fait ce milliard depuis des milliards d'années. Il y a 8 milliards d'années, on ne sait même pas l'âge du Soleil, que le Soleil fait le bruit de ces milliards de bombes Hiroshima
à la seconde. Et maintenant, vous êtes devant le feu. Quel est le bruit du feu? Est-ce que vous avez des mots pour ça? On y a trop peu réfléchi, on ne sait même pas dire ça. Crépitement, là, c'est lorsque vous avez du résineux. Du résineux et de l'épicéa plutôt que du sapin blanc. Parce que le crépitement, c'est lorsque vous avez des poches de résine, où la résine chauffe, se dilate, fait du gaz, et ça fait sauter le bois, ça crépite. Et après, ça donne une belle flamme. Des fois, vous avez de la flamme qui sort comme un chalumeau. Lorsqu'il y a du feuillu, du bouleau, il ne crépite pas, justement. C'est comme un souffle, comme du vent. C'est un son un peu velouté, c'est comme un tissu de soie, de velours qu'on chiffonne. Et l'une des fréquences acoustiques les plus proches du monde animal, c'est à peu près les mêmes fréquences acoustiques que le ronronnement du chat. C'est à peu près, le feu ronronne, c'est à peu près ce qu'on sait dire lorsqu'on est devant le feu. Et là, encore une fois, on est en plein dans un sujet intéressant, c'est qu'on a découvert que le ronronnement du chat a des vertus thérapeutiques. Lorsque le maître ou la maîtresse du chat s'est cassé un os, cassé un membre, le chat vient lui ronronner contre jusqu'à ce que ce soit de nouveau guéri et soudé. Le ronronnement du chat favorise la soudure osseuse. Et lorsque les cosmonautes, les premiers cosmonautes ont fait leur premier voyage en apesanteur, lorsqu'ils sont revenus sur Terre, il a fallu carrément les porter jusqu'au centre d'accueil, le centre de recherche ou bien le centre de quarantaine, naturellement. Ils ne pouvaient plus marcher, ils avaient une perte musculaire, mais aussi une perte de masse osseuse, de densité osseuse, lorsque c'est sur plusieurs semaines et plusieurs mois que les vols se faisaient. Et les Russes sont, en tant que scientifiques, absolument passionnants. J'aime bien la recherche russe. C'est dommage qu'ils ne publient pas tout traduit en anglais. Les Russes ont découvert quelque chose de fabuleux. Ils ont mis dans les vols suivants, dans la capsule, des enregistrements de ronronnement de chat. Ils sont descendus en pleine forme, sans perte de densité osseuse, sans ostéoporose, mais moins intense naturellement. Et maintenant, vous êtes devant le feu qui vous diffuse ce ronronnement, qui vous diffuse cette chaleur pulsée, qui vous diffuse cette lumière bienfaisante. Et là, on a vraiment le soleil qui est revenu sur Terre grâce aux arbres. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire, mais il y a trois quarts des choses que je n'ai pas encore pu mettre dedans, mais ça viendra peut-être avec les questions que vous allez peut-être poser, ou bien vous êtes aussi invité à faire des remarques ou bien à communiquer ce que vous avez vous-même vécu avec les arbres. On est en train de préparer un livre où on a déjà une trentaine de chapitres. Les personnes sont invitées à montrer ce qu'ils ont eu comme histoire, comme aventure, comme vécu avec des arbres, qui ne peuvent pas entrer dans le cadre scientifique parce que c'est trop extraordinaire. Les gens se taisent jusqu'à présent parce qu'ils se disent on va me prendre pour une folle, pour un fou. Et maintenant, on vous invite, si vous avez une histoire comme ça, il y a des portes ouvertes parce qu'on aimerait montrer ce que la Terre, ce que le monde est aussi en dehors du monde que la science croit pouvoir clôturer. Voilà. Alors, on discute maintenant autour des arbres. Il paraît que si on enlace un arbre, c'est une source de bien-être. Est-ce que c'est vrai? Quand on se met contre l'arbre, la poitrine contre l'arbre, on l'entoure avec ses bras. Qu'est-ce qui se passe là? La science n'a pas encore pu mesurer exactement. Moi, je suis ici comme scientifique. Hein, je peux pas, et je peux poser des questions et ce que la science pourrait essayer d'étudier. Alors, je ne connais pas de publication scientifique selon les critères qui a fait la différence entre quelqu'un qui enlace un arbre ou bien quelqu'un qui ne fait pas ça. Mais j'ai été très, très enrichi dans ma carrière scientifique qui continue. On continue de travailler sur ce sujet par le fait de respecter ce que disent les anciens, par exemple. Et il y a quelqu'un d'intéressant qui base son message et ses livres là-dessus.
c'est un certain Henri Vincenot, qui a écrit des livres assez étonnants. C'est un Bourguignon très enraciné dans sa tradition, mais il a dû aller à la ville, il a dû apprendre un métier technique, mais il n'a jamais oublié ses racines. Et lui raconte un peu ce que les anciens de sa région, de son village, disaient, savaient, faisaient. Ces savoirs traditionnels qu'on ne sait pas mettre dans des termes scientifiques qui apparaissent comme des superstitions. Et moi-même, j'ai aussi eu un grand-père comme ça qui travaillait avec la Lune. Et pour moi, c'est devenu une hypothèse de recherche. Et en testant l'hypothèse, est-ce que la Lune a une influence sur les arbres, je suis entré dans un no man's land extrêmement fertile où on a fait beaucoup de découvertes fabuleuses qu'on a pu publier au plus haut niveau. Donc, ces anciens savoirs qui ressemblent à des superstitions vues de la science moderne ont parfois, et même souvent, un germe ou bien un noyau de vérité, de phénomènes réels. Et ce Vincenot parle dans une de ses vidéos, on peut le voir aussi démontrer ça, il ne parle pas d'enlacer les arbres, mais il y a deux manières de se rapprocher des arbres. Soit on les enlace, soit on s'appuie contre l'arbre. Et lui, il montre comment les vieux de sa région, les anciens, lui disaient qu'il fallait s'appuyer contre un arbre pour compenser une dépression, pour se remettre un peu en ordre. Et là, c'est une démonstration intéressante. Il dit il faut se mettre du côté soleil par rapport à mon chêne, par rapport à mon arbre. Côté soleil, éclairé du soleil. Le dos appuyé contre l'arbre, les deux mains plaquées contre le sol, les pieds bien forts contre les racines. Et on reste quelque temps comme ça. Et là, ce n'est pas un jeune farfelu ou bien quelqu'un d'un peu allumé qui fait ça. C'était quelqu'un d'extrêmement enraciné, d'extrêmement solide, qui fait cette démonstration comme il l'a reçue de ses anciens. Et les anciens ne faisaient pas ça pour la rigolade. La survie était beaucoup plus sérieuse. Il y a 2 ou 3 siècles en arrière, en Valais, on en sait quelque chose. La vie était très, très dure et on ne pouvait pas se permettre de louper une récolte ou bien de louper la construction. On savait quand abattre les arbres pour que ce soit vraiment solide. Et là, il fait cette démonstration. Alors, scientifiquement, je peux ajouter quelque chose à ce qu'il fait comme démonstration. Que vous enlaciez les arbres ou bien que vous appuyez contre, comme vous-même, vous mettez les deux mains contre le tronc, comme ça, les pieds contre les racines. Et là, lorsque c'est en été, vous enlevez les souliers. Et là, encore une fois, vous faites quelque chose que l'humanité a fait depuis toujours. On était toujours pieds nus pendant des centaines de milliers d'années, ou alors des semelles en cuir, genre mocassin. Et c'est très très tard que le pétrole est venu mettre des cuirs de caoutchouc entre deux et nous déconnecter de la nature. Et lorsque vous mettez pieds nus, là, il y a des recherches médicales qui l'ont montré, vous avez un flux électrique qui peut de nouveau traverser notre corps en venant d'en bas. Parce que le sol forestier, le sol riche en matière humique, en matière organique, qui est en train de se décomposer, libère des électrons, libère des courants électriques. Et vous avez des courants électriques, pas seulement verticaux dans les arbres, mais d'un arbre à l'autre, on peut mesurer ces différences de potentiel. Et nous, lorsqu'on se remet pieds nus dans un humus forestier, on est de nouveau connecté aux énergies électriques de la Terre. Et ça, c'est pas du tout... c'est même pas de la géobiologie, on ne sait pas tellement quelles sont ces énergies telluriques, là, c'est des énergies électriques. Et lorsqu'on fait des photos des gens qui se reconnectent à la Terre pieds nus, on voit que les articulations peuvent être enflammées, des gens qui commencent à avoir de l'arthrose ou bien... Et l'inflammation, c'est le début de beaucoup de complications de santé. Et les débuts d'inflammation diminuent de nouveau parce que ce courant électrique a un effet antioxydant. Donc voilà ce que se reconnecter à la Terre et aux arbres peut signifier. C'est vraiment beaucoup plus concret que ce qu'on imagine. Et lorsqu'on parle de bains de forêt, comme ils se remettent en place, il faut vraiment les faire intégralement avec ce genre de méthode. Je pense qu'elle sera encore beaucoup plus puissant. Et ça ne coûte rien. Je ne dis pas malheureusement pour la pharma, parce qu'elle en gagne assez ailleurs. Est-ce qu'il y aurait des arbres qui auraient une influence plus que d'autres, négative ou positive? Parce que dans le nord de la France, enfin en Normandie, on dit toujours que se mettre sous un noyer est très mauvais pour la santé. Parce que justement, ça exacerbe tout ce qui est rhumatisme, inflammation. Donc, est-ce qu'on a déjà
eu l'occasion de savoir si telle et telle essence d'arbre était plus ou moins favorable ou plus ou moins bénéfique. Oui, merci pour l'exemple du noyer. C'est vrai que c'est connu que le noyer a une mauvaise réputation. Effectivement, le noyer a l'air de faire un peu le vide autour de lui, aussi végétalement. Ça pousse en général ou parfois moins bien sous le noyer. On dit que le noyer dégage des substances qui empêchent d'autres plantes de s'installer. Il y a des traditions turques, par exemple, qui disent que si vous vous endormez sous un noyer, vous n'allez plus jamais vous réveiller. Ils racontaient ça peut-être pour que les gens ne le fassent pas et n'attrapent pas des maladies légères. Mais au moins, avec ça, on est sûr que... Mais je ne connais pas d'étude qui a pu valider ça, mais ça serait magnifique. Un joli sujet de thèse que j'accompagnerais volontiers si quelqu'un se lance. Mais alors, ce qui est intéressant et ce qui est vraiment perçu aussi, il faut que les arbres soient en bonne santé eux-mêmes, se sentent bien. Et lorsque vous avez des arbres qui sont en monoculture, qui ne sont plus une forêt comme ça, qui est vraiment harmonieuse, où les arbres ont chacun un peu sa place, il y a un mélange d'espèces, et ça fait partie du bien-être de la forêt. La monoculture, c'est en général pas le cas. Il y a des zones où ici c'est pas mal d'épicéas, mais il n'y a pas que de l'épicéa. Là, il y a du hêtre, et ces racines s'interpénètrent, s'entrecroisent et se complètent. Et le feuillage du hêtre améliore le sol, la litière de l'épicéa. Et lorsqu'il y a du sapin blanc aussi, etc. Donc le mélange est déjà important. Sous une forêt comme ça, on sera déjà mieux traité que sous une monoculture. Une forêt comme ça, c'est une forêt où c'est le partenariat, la symbiose, la synergie et la loi. Il y a la concurrence lorsqu'il y a un petit groupe qui la même espèce dans un coin, mais en général, c'est vraiment l'équilibre des espèces qui s'entraident. Vous coupez une forêt comme ça, vous la remplacez par une plantation artificielle. C'est tous des arbres du même âge, qui ont les racines au même endroit, qui prennent l'eau au même endroit, au même moment. Lorsqu'il fait très sec, ils ont besoin tous de la même eau au même endroit. Donc, ils sont carencés par le fait d'avoir été plantés par l'homme artificiellement. Et un peuplement comme ça, c'est un peuplement qui n'est plus en synergie, en partenariat, il est en concurrence acharnée. Tous les arbres sont en lutte contre les autres, sont en concurrence, et ils ont des carences parce qu'ils ne peuvent pas tout avoir la chimie nécessaire à leur développement. Donc une forêt comme ça, on le sent déjà, il y a moins de chants d'oiseaux. Le niveau acoustique, on appelle ça la bioacoustique ou l'écoacoustique, est beaucoup plus bas dans une forêt artificielle que dans une forêt naturelle. C'est l'expression de la forêt. Lorsqu'elle chante, c'est qu'elle va bien. Et lorsqu'elle arrête de chanter, il faut qu'on se pose des questions parce que c'est à cause de nous. Que pouvez-vous nous dire de la communication entre les arbres? Il y a de nouvelles études qui disent que les arbres parlent entre eux et que quand on en coupe un, les autres sont terrorisés. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc, la communication d'abord. Si vous prenez deux arbres de la même espèce, lorsqu'ils sont exposés au vent, ces arbres, ils ont leur système racinaire, ils sont arrimés au sol. C'est comme des cordes d'amarrage, d'arrimage. Et lorsque les vents bougent, les arbres bougent avec le vent, ces cordes, elles vont se tendre comme ça des racines. Et les racines vont se frotter les unes contre les autres. Et là où elles se frottent, elles se blessent. Et là où elles se blessent, elles peuvent se souder. C'est comme la greffe, c'est des greffes naturelles sous terre. Et souvent en bordure de forêt, mais même à l'intérieur, on a des arbres qui ont des connexions racinaires, si on déterre ça. Et ce qu'on observe, c'est lorsque vous abattez un arbre qui est à côté de son voisin, qui est resté debout, on voit parfois, c'est surtout pour le sapin blanc, pour le Douglas, on l'observe assez souvent, on voit que la souche de l'arbre ne va pas pourrir comme celle-ci par exemple, elle va faire un bourrelet de recouvrement tout autour, elle va essayer de se refermer, et là cette souche est restée vivante. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que le voisin qui est resté debout, parce qu'elle n'est plus alimentée par sa couronne, l'arbre a été pris, est déjà en scierie, l'arbre voisin alimente le voisin, la souche voisine, et la maintient en vie grâce aux sucres qui sont envoyés. Et cette souche voisine qui est maintenue en vie, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour un arbre d'avoir son voisin encore en vie alors qu'il est abattu?
C'est un peu ce qu'il dit dans le film L'intelligence des arbres. C'est possible que chaque arbre ait son expérience de vie et sa microflore, mais très prosaïquement, cet arbre, cette souche qui reste en vie, elle maintient son système racinaire en vie, elle maintient sa capacité d'absorber l'eau intacte, et maintenant elle ne peut plus alimenter une couronne qui n'est plus là, elle alimente son voisin. Donc l'arbre resté debout avec le voisin coupé a 2 systèmes racinaires, c'est pas mal. Donc lui, il n'est pas tout à fait traumatisé par cette perte de voisin, et l'arbre abattu continue de vivre quelque part. Il est à la Syrie, mais se dit, mais c'est pas mal, je reste encore en vie. Je reste encore en vie grâce à Henri, là, à côté. Donc, alors, est-ce que c'est un traumatisme pour les arbres d'être abattus? Il faut se demander toujours dans quel contexte l'arbre se trouve-t-il. Si c'est un arbre comme votre noyer qui est tout seul dans un grand parc, ou bien comme un beau tilleul qui trône sur une colline, l'arbre lui-même marque le paysage. Il est constitutif d'un paysage. Il donne son ombre à toute une ferme. C'est déjà, si on le laissait tout seul, si on arrêtait de faucher autour, il y aurait tout de suite une forêt qui se remettrait en place. Et si vous coupez cet arbre, vous détruisez déjà une forêt en puissance. Et là, c'est grave, parce que vous détruisez quelque chose, vous détruisez un organisme. Là, c'est vraiment une mort absolue, disons, intégrale. Cet arbre, il a vraiment subi quelque chose de définitif. Mais maintenant, cet arbre, lorsqu'il se met ensemble avec d'autres, lorsqu'il forme avec d'autres arbres un ensemble vivant d'ordre supérieur, comment est-ce qu'on appelle ça, une communauté d'arbres, qui forme aussi un ensemble, c'est une forêt, exactement. Il faut comprendre notre vocabulaire. Une forêt, c'est une communauté d'arbres. Lorsque l'arbre devient membre d'une communauté qui, elle, constitue un organisme, la forêt a vraiment tous les critères d'un organisme. Eh bien, l'arbre devient organe de l'organisme. Et pour le forestier, c'est très différent de couper un arbre tout seul qui va défigurer une colline, ou bien de prélever un arbre dans une forêt parce qu'il fait un soin à la forêt par l'abattage d'un arbre. On appelle ça des éclaircies. On remet de la lumière dans la forêt pour permettre à la jeune génération de se redévelopper. Elle est en attente à l'ombre de ces arbres et il faut parfois un peu plus de lumière pour que ça reparte. Et là, le fait d'abattre un arbre, c'est un soin à la forêt. Donc on ne va pas attaquer les forestiers de faire ça. Moi, je me sens tranquille. Je sais défendre ce geste. Voilà. Mais lorsque c'est des arbres d'une allée, par exemple, qui sont vraiment individuels, il y a des chercheurs qui ont mis des électrodes sur les arbres. Et ils ont vu, lorsqu'on s'approche d'eux avec l'intention de les détruire, de les couper, même de leur faire du mal, les cisailler dans les feuilles, ils réagissent avant qu'on fasse ça déjà. Tellement ils sont sensibles, tellement ils perçoivent leur champ vivant autour d'eux. C'est Cliff Baxter, et là vous pouvez le lire, c'est sur un dracéna, c'est pas tout à fait un arbre comme un épicéa, mais c'est déjà un arbre d'appartement, mais c'est déjà un peu ligneux. Mais on remarque ça chez d'autres arbres aussi, ils sont très sensibles. Ils ont des pulsations électriques, ça c'est nos recherches qui ont pu le mettre en évidence, qui varient selon les phases lunaires. Il y a des marées bioélectriques dans les arbres. Et ça c'est fabuleux, c'est-à-dire que tout le cosmos, toute l'astronomie fonctionne dans la germination, ça germe mieux, ça germe moins bien. Et lorsqu'on met des électrodes sur les arbres, vous avez des pulsations astronomiques. La Lune dans le cosmos, la Lune par rapport au Soleil et par rapport à la Terre, induit des pulsations dans les arbres. Ça, c'est aussi les arbres entre terre et ciel. Là, le ciel, ce n'est pas seulement le Soleil, ce n'est pas seulement la Lune, mais c'est toute la configuration astronomique qui joue ici. Et ça, on peut le mesurer. C'est tout nouveau. Il suffit d'avoir la question. Et s'il y avait quelque chose, et la statistique nous a permis de montrer que c'est très significatif. Donc il suffit que la science pose des bonnes questions. On a tous les outils pour essayer d'y répondre. Pouvez-vous nous parler d'un point de vue scientifique, des gens qu'on qualifie de main verte, c'est-à-dire d'avoir une faculté à entretenir des plantes plus que d'autres?
Merci. Oui, ça c'est une. Je dois vous dire que c'est la première fois qu'on me pose une question comme ça. Je peux déjà partir, j'ai gagné ma journée sans répondre et y réfléchir. Parce que effectivement, qu'est-ce que ça signifie d'avoir la main verte, d'avoir le don, tout ce qu'on fait avec les plantes, ça leur fait du bien. Qu'est-ce qui se passe entre vous et la plante? Et d'autres ont vraiment remarquent tout ce qu'ils font avec les plantes, ça foire, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que c'est cette main verte? C'est certainement aussi cette habitude qu'on a de toucher les plantes déjà. Ça veut dire qu'on est touché par les plantes lorsqu'on les touche. Bien sûr, la plante ne peut pas se déplacer, mais lorsqu'on se déplace pour les toucher, on les touche, elles nous touchent. Et d'être touché par un être, c'est déjà une forme de communication. Et je soupçonne, hein, ce n'est pas une explication définitive, mais c'est un peu la relation entre une maman et son enfant. L'enfant ne peut pas encore s'exprimer. En général, les enfants, ils ont toujours mal au ventre. Mais c'est tout à fait ailleurs qu'ils ont mal. Mais ils ne peuvent pas, au début, percevoir leur organisme, leur corps, précisément comme plus tard, comme adultes. Mais même avant que l'enfant dise « Maman, j'ai mal au ventre », la maman sent que, en général, c'est la mère, mais le père naturellement aussi, il y a quelque chose qui cloche et il faut que tu ailles au lit plus tôt, je te fais une tisane, etc. Et puis ça marche de nouveau mieux. Quelque chose de cet ordre-là. Et peut-être qu'on a une sorte d'instinct qu'on peut développer, une forme de... comment est-ce qu'on peut appeler ça d'avoir de la compassion, mais sans que ce soit de haut en bas. Comment est-ce qu'on appelle ça lorsque... L'empathie, merci. C'est une forme d'empathie, mais pas entre humains, c'est sentir... et ce qui est bien aussi, c'est mettre les doigts dans la terre. Et là, on sent, est-ce qu'elle a soif, est-ce qu'il faut de l'eau, et surtout pas trop d'eau aussi, il ne faut jamais gâter les plantes. C'est un peu là autour que ça doit tourner. Mais je n'ai pas plus de réponse précise là-dessus. Il y avait une question derrière encore, depuis un moment. Oui. Voilà, exactement. Le CO2. Donc le CO2, c'est donc ce gaz qui est dans l'atmosphère à raison de 300 parts par million. Et aujourd'hui, c'est 400 parts par million. Il y en a trop. Et là, je vous mettrai à la figure un terme scientifique. 400 parts par million ou 300, c'est 1/3 de pour 1000. C'est déjà plus simple. 1/3 de pour 1000, si vous prenez 1 mètre cube d'air, c'est combien de litres? 1000 litres. Donc c'est 1/3 de litre. 1/3 de litre pour 1 mètre cube. Voilà ce qu'il y a comme CO2 dans l'air que les arbres font traverser les feuilles. Et maintenant, ce que les arbres ont fait, ils ont absorbé le CO2 de l'atmosphère par la photosynthèse. Ils ont fait de la matière organique qu'on peut brûler, récupérer de la chaleur. On peut aussi mettre ça dans les sols pour restructurer les sols, leur redonner de la matière organique pour les rendre de nouveau fertiles, parce que les sols agricoles étaient des sols forestiers, très riches en matière organique. Les sols forestiers, les sols agricoles, surtout depuis l'emploi des engrais de synthèse, ont perdu leur matière organique qui est partie dans l'atmosphère. Et surtout, le carbone issu des couches géologiques souterraines, le pétrole, le charbon et le gaz. Le gaz n'est pas du tout vert, c'est aussi du géologique, un peu moins visible. C'est du CO2 d'origine fossile qui vient, pour la première fois, s'ajouter aux 300 parts par million. Donc, c'est là, on doit travailler avec ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de l'engrais gratuit pour les arbres. On a 100 parts par million gratuits que les arbres sont pratiquement les seuls à savoir utiliser. On parle de géo-ingénierie pour mettre des pompes et pour refaire des nouveaux pipelines pour injecter dans le sous-sol. Ça sera très cher, on ne maîtrise pas cette technologie et ça ajoute des pipelines aux pipelines déjà existants avec les pollutions et l'énergie grise nécessaire pour construire ces installations, alors qu'il suffirait de mettre en place des arbres, de reboiser des forêts. On a des millions d'hectares qui sont prêts à être reboisés et restructurés. Ces forêts vont faire ce travail-là et nous livrer de l'énergie, nous livrer du bois, nous livrer de la matière organique pour restructurer les sols. Donc là, on a vraiment un choix. C'est vraiment aujourd'hui qu'on doit choisir. Est-ce qu'on veut encore plus de technologie
certaines seront très intéressantes à continuer d'employer, mais certaines sont vraiment moins intéressantes que ce que la nature sait déjà faire beaucoup mieux, avec les bienfaits multiples. Voilà pour le CO2. En fait, c'est un cadeau qu'on a à disposition à condition de savoir qu'en faire. Et savoir qu'en faire, c'est reconnaître la puissance des arbres dans ce sujet. À la maison, on a un cèdre et à cause des lignes électriques, ils ont dû couper le haut du cèdre. Est-ce que ça a un impact ou pas? Ah oui, alors c'est clair. C'est déjà félicitations d'avoir un cèdre. Bravo. Alors le cèdre, c'est clair qu'une ligne à haute tension, il faut faire le vide autour. On ne peut pas permettre que ce soit abîmé par les branches. Et c'est clair, c'est déjà bien qu'on lui ait laissé le reste. On lui a coupé seulement les branches. Ça aurait été bien pire si on avait voulu l'abattre complètement. Donc tu peux te dire que c'est déjà pas mal. Il est encore là, mon ami. Et puis, mais la ligne à haute tension, c'est peut-être pas un très grand cadeau pour lui. Là aussi, il y a certaines recherches qui montrent que ces fréquences électromagnétiques de ce genre de structure dégagées par les lignes à haute tension, ça se mesure, c'est des champs électromagnétiques, ou bien aussi les technologies modernes, la téléphonie sans fil, surtout la 5G, dégagent des champs qui sont impactants pour la végétation. Et là, je pense que ton cèdre est très solide, donc il va résister. Mais s'il était un peu affaibli, il sentirait peut-être l'effet de cette ligne à haute tension. Mais tout ça, il faut le mesurer sur place, on ne peut pas le dire généralement. Donc le cèdre, il est vraiment très solide pour faire les branches en largeur. Il n'est pas comme l'épicéa qui veut vraiment pousser verticalement. Les cèdres âgés vont s'étaler en largeur, ils font ces espèces de plateaux qui font beaucoup d'ombre. C'est des arbres qui nous invitent dessous. Donc on l'invite à faire ça déjà rapidement. Donc il va devenir très beau ton cèdre. Pas de problème. La forêt nous invite à faire beaucoup de choses, la science, la promenade, chanter. Et aussi, elle nous invite, j'ai l'impression, de nous perdre. Parce que dès qu'on entre, on perd l'horizon, peut-être on perd même l'orientation. Est-ce que vous avez une réflexion ou une anecdote sur se perdre dans la forêt? Magnifique question, c'est génial ça. Ou alors, on se perd dans la forêt. C'est certainement l'un des effets de la vie artificielle, de la civilisation. Quand on pense que les anciennes civilisations, il y avait des marins, la Polynésie par exemple, qui allaient d'une île à l'autre, qui étaient naturellement pas visibles, qui sont des milliers de kilomètres, sans louper l'île, sans devoir faire 3 ou 4 fois le tour du monde pour y arriver, en s'orientant d'après les étoiles. Et moi je pense que les peuples forestiers, même sans avoir l'horizon à disposition, devaient avoir développé quelque chose comme un sens de l'orientation sans ces références-là. Dans le monde animal, il y a une histoire intéressante, c'est une histoire de loups. Ils sont aussi parmi nous, là, il y en a un derrière, ça c'en est aussi un peu plus jeune. L'histoire de loup, il y a un loup qui est blessé, qui doit quitter sa tanière. Tout ça, c'est les éthologues, les biologistes qui ont observé ça. A dû quitter sa meute qui était en train de chasser et il s'était blessé, je ne sais pas, une cassure ou quelque chose comme ça. Il a dû se retirer dans une caverne ou dans un abri pour se remettre en ordre, pour guérir. Et on a vu d'après les traces qu'il a rejoint sa meute sans revenir en arrière pour rejoindre dans la neige, pour rejoindre la meute en faisant un Y. Mais il allait directement là où la meute était. Donc ce loup savait exactement où sa meute était. Et là, ça soulève une question scientifique très intéressante. Rupert Sheldrake est un scientifique qui a thématisé la notion de champ morphogénétique. Un champ qui permet le développement des formes organiques c'est par exemple la graine et l'arbre qui va sortir de la graine. La graine, c'est une fraction de gramme,
Et c'est déjà une épicéa, et cette épicéa, c'est encore une fois une épicéa, mais la graine d'épicéa, c'est autant un épicéa que celui-ci. Il y a simplement quelques dizaines ou centaines d'années entre deux. Et ce que Sheldrake montre aussi, qu'à l'intérieur d'une espèce, il y a une sorte de communication invisible où tout le monde sait ce que fait son espèce. Il y a une espèce de champ de connaissances. C'est l'histoire des mésanges à Londres qui ont commencé, une mésange a commencé à décapsuler les bouteilles de lait que le laitier amenait devant les maisons. Et instantanément, toutes les mélanges l'ont fait à Londres, mais dans d'autres villes aussi. Ça, c'est la notion du champ morphogénétique. Donc, ce loup savait exactement, il faisait partie de la meute encore, mais un peu distendu, mais ça l'attirait. L'élastique ne mentait pas. Donc, ces hommes qui vivaient dans les forêts, vraiment proches de la nature, pouvaient avoir ce genre de connexion. Ils avaient peut-être, on appelle ça aussi la sphère d'influence. Une tribu a cette sphère d'influence, une autre là-bas. Parfois des guerres entre deux, mais là on sait exactement ce qui se passe. On vient de le film qu'on vient de tourner au Costa Rica qui s'appelle Pacifique, on a rencontré une Indienne qui brusquement elle savait que des kilomètres plus loin, le monument, la pierre mégalithique dont elle était la gardienne, avait une visite, une blanche qui était en train de la visiter sans autorisation de sa part, parce qu'elle était la seule à accorder l'autorisation d'aller visiter une sphère mégalithique du Costa Rica qui appartenait aux Indiens. Elle était chez elle, brusquement, elle s'est mise à courir. Elle est tombée pile sur cet archéologue qui était en train de fouiner autour de sa sphère. C'est un peu ça. Donc, avoir la notion de tout le champ d'action de sa tribu, de son peuple, qu'on a quand même perdu pas mal. Au point de vue hiérarchique chez les arbres, est-ce qu'il y a une matriarche ou un patriarche par espèce? Et si oui, il se reconnaît par la largeur et la hauteur de son espèce? Oh. Magnifique question, merci. Oui, il y a certainement ce phénomène-là. Il doit y avoir une hiérarchie. Dans ce film, L'intelligence des arbres, qui est très beau, il y a vraiment cette notion d'arbre-mère. Et là, j'aime bien le terme féminin. On arrête un peu avec ce patriarcat, on a vu où ça nous menait. Donc les arbres peuvent être féminins aussi. Et en langue allemande, c'est intéressant, tous les arbres sont féminins. Die Buche, die Eiche, die Lärche, die Fichte, etc. Et en français, tous les arbres sont masculins. Et on ne sait pas tellement pourquoi. Donc, il y a certainement des arbres qui sont importants pour la forêt et c'est important de les garder, même s'ils ne sont pas très beaux, même s'ils ne sont pas contenant du bois de première qualité, ils sont peut-être noueux. Mais ce qu'on sait de ces arbres-là, c'est plus ils sont vieux, plus ils sont riches en micro-organismes. Ils ont toute la pharmacie vivante depuis leur jeunesse et tout leur développement était accompagné de blessures, de combats, d'agressions, de blessures au tronc, les tempêtes, les tornades, la neige, le feu. Et tout ça, c'est des traces microbiennes aussi dans ces arbres qu'ils continuent de porter. Et pour une forêt jeune, qui n'a pas encore d'expérience, qui va aussi subir ce genre de choses, c'est important d'avoir déjà des souches qui ont cette pharmacie vivante toute proche pour inoculer ce qui sera utile à un moment donné. Vous enlevez ces pharmacies, les jeunes sont un peu désorientés. On aime bien planter des jeunes arbres ou bien permettre une jeune forêt de se remettre en place en laissant quelques arbres encore debout, même s'ils sont éloignés. On sait que ça fait du bien, ça crée encore une fois comme un champ forestier, juste marqué par quelques arbres, mais c'est encore une forêt. Si on enlevait ces derniers arbres, on aurait vraiment une forêt qui doit recommencer à zéro. Donc ça, c'est important. Et en ce moment, on a un projet qu'on est en train d'essayer de suggérer. C'est que souvent, le monde forestier, il est un peu fermé sur lui-même. On fait de la gestion forestière, extraction de bois. Aussi, on a la notion d'arbre habitat où on garde un peu les arbres pour la faune, la vie sauvage. L'idée, c'est d'intensifier ou bien de permettre un meilleur échange entre le monde forestier professionnel, qui a cette gestion forestière sous sa responsabilité, et le public,
le monde civil qui vient en forêt se promener et qui apprécie énormément ces forêts. Et souvent, il y a des chocs parce qu'on voit cette forêt a été coupée ou il y a eu une intervention et on ne comprend pas pourquoi, on n'est pas d'accord avec ça, on ne comprend pas pourquoi. Et l'idée, c'est je suggère en tant qu'ingénieur forestier, d'inviter la population à venir désigner, les arbres qui comptent pour elles, où ils vont se promener avec le chien ou bien où ils vont s'appuyer pour se ressourcer, pour que la population civile dise quels sont les arbres qui comptent pour elles et qui sont parfois pas tellement jolis que ça, et que les forestiers couperaient parce que ça fait chenille, comme on dit. Eh bien là, on aurait une forme de dialogue, et là, on pourrait établir comme un pacte. Ces arbres-là, on vous promet qu'on ne va jamais vous les couper. Et ça créerait quelque chose comme un apaisement. Et l'idée, c'est même de créer un réseau, un arbre par hectare. Et les forestiers, ils en ont 200. À l'époque, lorsque les arbres sont mûrs pour être abattus, c'est plus de 100 arbres. Donc, c'est pas énorme, mais souvent, il n'est même pas très beau. Donc, on aurait un réseau d'un arbre ou deux par hectare, ou bien tous les 2 hectares, d'arbres qui deviennent très grands, qui gardent leur personnalité, qui sont protégés par la population, mais aussi protégés par les forestiers, une connexion. Et ça donne à la forêt une autre atmosphère, parce que tous les arbres, si on se met à leur place, peuvent se dire, là je suis à côté d'un géant, mais s'il se casse la figure, ça sera à moi de prendre sa place. Donc c'est autre chose de pousser comme ça que se dire, on va tous passer à la casserole. Voilà. Vous avez commencé votre conférence par parler de la transition écologique en disant que si on fait appel aux arbres pour ça, ça va nous être très utile. Puis après, vous êtes tout de suite passé sur le feu. Alors, j'aimerais bien peut-être avoir la fin de votre raisonnement, si voilà. vous avez envie de nous le dire. Voilà, le feu, exactement. Merci de me ramener à l'ordre. Le feu, c'est donc ce que dégage la matière organique produite par les bois. Et maintenant, lorsqu'on réfléchit aux causes de ces réchauffements climatiques, c'est la mobilité, c'est l'habitat pour se chauffer, c'est l'industrie qui a besoin d'énergie pour produire des objets et des choses, le transport aérien qui dégage aussi beaucoup de kérosène d'origine fossile comme l'essence, les forêts qui brûlent, tout ça, ça met du carbone dans l'atmosphère, ça fait passer de 300 à 400. Comment est-ce qu'on fait retourner? Et là, il y a un champ de ces causes du réchauffement climatique que j'ai mentionné avant, mais qui ne vient jamais dans les livres de vulgarisation où c'est lentement en train de venir. C'est de réfléchir à l'origine de toutes les terres agricoles sur Terre. On a pratiquement 1/3 des terres émergées qui ont été prises par l'homme à la forêt ou aux grandes steppes herbeuses. Vous pensez au Middle West, c'était des millions d'hectares avec des millions de bisons, des systèmes extrêmement riches en matière organique. On a pris ça, on a tué tous les bisons. Et dans d'autres régions, toute l'Europe a été pratiquement déboisée. Il n'y a plus une seule forêt primaire en Europe. Tout ça, c'est des forêts qui ont été replantées à un moment donné. Et vous avez des déserts agricoles, heureusement pas trop grands en Suisse, mais il y en a aussi en Suisse. Mais vous prenez la France, l'Allemagne, vous avez des zones énormes, des centaines d'hectares qui ont été désertifiés, qui ne sont plus que d'agriculture industrialisée, et ces sols ont perdu définitivement leur carbone. Et si on veut continuer de vivre avec ces productions agricoles de ces régions-là, il faut leur redonner une part suffisante de matière organique. Et pour ça, on a besoin des arbres qui sont les plus grands producteurs de matière organique. Et là, c'est l'agroforesterie, c'est redonner, on réfléchit, 10%, 5%, peut-être plus, de part du territoire, mais à petite échelle, sous forme de haies, de cordons boisés, de rivières végétales, accompagner les rivières pour qu'on ait de nouveau une structuration sous forme arborée, l'agroforesterie, la permaculture, qui permettra à l'agriculture de survivre. C'est pour les agriculteurs qu'on propose et qu'on initie ces solutions-là. Ce n'est pas contre eux, c'est pour que l'agriculture puisse continuer de vivre. Je viens de ces milieux-là. Donc ici, on a vraiment un très très beau challenge. Et lorsque vous remettez les forêts en place, vous recréez du climat localement, vous refaites des nuages, vous reprovoquez des pluies, plutôt que de devoir arroser avec des énergies fossiles et avec des pipelines un peu plus petits. Voilà ce que l'agriculture du futur peut devenir. Elle peut devenir la solution de la transition écologique. La nouvelle agriculture qui va s'ajouter
avec sa part d'arbres aux forêts déjà existantes, en plus des reboisements. J'aimerais seulement remercier toutes les personnes qui nous permettent d'organiser ces rencontres et en particulier les membres de notre cercle des amis et puis nos mécènes, en particulier la Fondation Coromandel, la Fondation des rencontres de Crans-Montana et le Crédit Suisse.